Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpleCure. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, vous allez nous parler de candidose chronique, nous expliquer un peu les causes, nous parler de solutions, bien sûr, en micronutrition. Donc, je suis ravie de voir autant de participants aujourd'hui pour ce webinaire. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la plateforme Livestorm sur laquelle on présente ce webinaire, vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat comme vous êtes tous en train de le faire. Bonjour tout le monde. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions qui est juste à côté. On garde bien 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Vous pourrez également, d'ailleurs, dans cette rubrique questions, voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et puis on commencera par ces questions sur la fin. Je précise aussi directement que le replay sera bien disponible à la fin de la présentation. La présentation en PDF aussi sera dispo. On vous mettra tout ça sur la plateforme SimpleCure directement. Du coup, je vais vous envoyer le lien tout de suite pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme. Comme ça, vous aurez bien accès au replay dès cet après-midi. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et je reviens donc sur la fin. Ok, merci Solène. Donc bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais quand même me présenter avant de présenter la candidose. Donc moi, je suis Frédéric Garcia, je suis naturopathe, sophrologue, conseiller en fleurs de bac et en micronutrition depuis 10 ans à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ça peut peut-être un peu s'entendre avec l'accent. Donc j'ai à mon actif des milliers de consultations aujourd'hui. Je suis conférencier et formateur. Je suis également intervenant santé sur les ondes de la radio locale France Bleu Gascogne. Et je suis formateur en fleurs de bac, car j'ai moi-même créé mes formations fleurs de bac en présentiel et à distance via ma plateforme de formation en ligne. J'interviens aujourd'hui donc pour SimpleCure. J'interviens aussi dans différents établissements privés, publics, également dans une école de naturopathie et pour certains laboratoires de compléments alimentaires. Voilà, tout ça, vous pouvez, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, classique, j'ai envie de dire, au nom de Frédéric Garcia, naturopathe, et également sur mon site internet si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, au bout de 10 ans d'expérience, j'ai envie de vous parler d'une pathologie plutôt méconnue que je vois très très fréquemment en consultation et de plus en plus fréquemment en consultation. C'est peut-être le cas déjà pour certains et certaines d'entre vous. C'est une pathologie qui n'est pas forcément facile à diagnostiquer, même si je vous rappelle qu'en tant que naturopathe, on n'a pas le droit de poser de diagnostic. On va plutôt dire qu'elle est difficile à analyser et à appréhender. Et je vais faire vraiment mon maximum pour vous donner le plus d'infos dans un temps assez imparti, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, et c'est tellement passionnant, en plus d'être super nombreux. Donc voilà, on va y aller dans les grandes lignes aujourd'hui. Donc, on va commencer. Donc, la candidose chronique. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ou pas. Donc, en fait, c'est une pathologie qui est totalement méconnue, maintenant j'ai envie de dire un petit peu moins méconnue, de la médecine française, qui voit uniquement dans le Candida albicans un saprophyte, donc c'est-à-dire une bactérie du micro-organisme vivant, de l'organisme, sauf chez les grands immunodéprimés, notamment les gens qui sont malheureusement atteints de sida ou les greffés. Et on ne tient pas forcément compte du caractère mutant de cette levure, parce que le Candida albicans, c'est à la base une levure qu'on a tous en nous, et qui devient mycélienne lorsqu'elle devient pathogène. Ça a été découvert, donc c'est assez récent quand même, 1983, mon année de naissance, ça fait 40 ans, découvert par le docteur Orientrus et par le docteur William Crook aux USA, suite à l'apparition des antibiotiques, de la pilule, de la cortisone, des vaccins, des changements d'alimentation, avec notre alimentation un petit peu plus moderne, avec le raffinage du sucre, du blé, de l'huile notamment, et l'intoxication aux métaux lourds. Je vous dis ça parce que vous allez voir que ce sont vraiment des éléments à tenir compte, parce que c'est souvent des aliments déclencheurs. Tout ce qui est antibio, pilules et tout ça, ça peut déclencher un Candida albicans. On en reparlera tout après. Il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais des candidoses chroniques, car chacun fait sa candidose selon son terrain génétique, son hygiène de vie, bien sûr, vous savez que l'hygiène de vie est hyper importante, et selon aussi ses antécédents personnels et familiaux, même si la génétique n'est pas forcément une des causes majeures de cette patho, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des petits antécédents personnels et familiaux qui peuvent donner cette candidose albicans, notamment par rapport à l'accouchement, et donc à notre naissance. La candidose toucherait près de 50% de la population française,
1 sur 2, et voire 70% aux USA. Ça sont les données qu'il y a 3 ans, donc ça a bien dû augmenter depuis, qui est un problème de santé publique avec de nombreux jours d'arrêt de travail, d'examens complémentaires non ciblés sur la candidose. Pourquoi? Parce que les examens et les coloscopies sont trop souvent inutiles, notamment chez les sujets jeunes, et on ne peut pas forcément le diagnostiquer, il peut y avoir des faux négatifs. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, mon combat, c'est un petit peu d'expliquer ça, notamment aux gastro-entérologues, qui, même eux, connaissent très peu cette pathologie, qui pourtant pourraient faire, on va dire, un diagnostic plus rapide par rapport au syndrome du côlon irritable, notamment. Qu'est-ce que le candida albicans? Donc, je vous disais tout à l'heure, on l'a tous en nous. C'est une forme levure qui est complètement naturelle à la base. C'est un champignon microscopique, naturellement donc présent dans notre corps humain, de la famille des Saccharomycetaceae. Donc ça, voilà, finalement, on est avec. Hein. Mais elle peut devenir donc pathogène lorsqu'elle passe en forme mycélienne, donc qui s'infiltre dans la paroi intestinale et qui va coloniser différents organismes. Et à partir du moment où elle va faire cette colonisation dans les organismes, ça va perturber la flore intestinale, donc une dysbiose, et le HPI, donc l'hyperméabilité intestinale. Le candida albicans contient 34 à 80 toxines, donc tous les enzymes du candida albicans qui vont dégrader l'environnement dans sa globalité. Il y a d'autres souches de candida qui sont pathogènes, voilà, le tropicalis, le kéfir, enfin il y en a plein, mais c'est vrai que vraiment à 90%, c'est vraiment le candida albicans que vous serez plus à même de rencontrer en tant que pro de la santé. Donc, il se trouve généralement donc, dans les intestins, où il fait partie de notre flore intestinale, la communauté de micro-organismes qui aident donc à digérer nos aliments, à se détoxifier et à se protéger contre la prolifération des bactéries pathogènes et à soutenir notre système immunitaire. Ça, je vous apprends rien. Les intestins, 70% de nos intestins permettent donc de faire notre immunité. Hein. La surcroissance de candida se produit lorsque cet équilibre dans les intestins est perturbé et que la levure candida commence à submerger le reste de ces micro-organismes. Du coup, comme la flore intestinale est abîmée, ça affaiblit notre système immunitaire, ça affecte la capacité à digérer correctement la nourriture, parce qu'il faut savoir aussi que ça a un impact sur nos enzymes digestifs. Hein. Ça libère des déchets, voilà, des neurotoxines notamment, qui peuvent provoquer des dérèglements dans le reste du corps. Donc vous voyez, cette levure qui est à la base tranquille, j'ai envie de dire, quand elle devient pathogène, eh bien, elle a plein de réactions, et ça, pensez-y souvent. Justement, lorsque ça se transforme en forme fongique, la levure unicellulaire se met à pousser un filament, voire une branche. Ces cellules fongiques sont connues sous le nom d'hyphes, et elles sont le moyen par lequel le candida se développe et se répand tout autour de notre intestin. Les hyphes permettent également au candida de se multiplier le long du tractus gastro-intestinal et de provoquer des infections des endroits comme la bouche, le fameux muguet, les intestins, donc la candidose intestinale, l'œsophage aussi, donc tout ce qui est brûlure, acidité, la peau, vous allez voir que la candidose a aussi un impact sur notre peau, et sur les muqueuses génitales, notamment les fameuses mycoses ou infections urinaires. La transformation du candida en sa forme virulente et fongique dépend d'un certain nombre de ces conditions environnementales que l'on va voir juste après. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais j'essaie d'aller à l'essentiel à chaque fois. Voilà, là je vous fais un petit schéma. Donc le petit a, donc la levure est normalement présente sous forme de levure unicellulaire, qui est bourgeonnante, en faible quantité, en équilibre avec les autres micro-organismes de notre microbiote. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. C'est là le A, vous voyez, la première, le petit. La colonisation, donc c'est là où elle se développe, la levure se multiplie sous forme levure en quantité plus importante qu'habituellement, parce que ces conditions locales le lui permettent. Qu'est-ce que j'entends par conditions locales? Ça va être tout ce qu'on va voir après, les différentes causes, les antibiotiques, le stress, les chocs émotifs, la pilule, la cortisone, voilà, tout ce qu'on peut voir après. Donc quand il y a tout ça, ce sont des conditions qui sont top, et puis le candidat, hop, il va proliférer. Et en B, voilà, la levure subit des transitions morphologiques vers différentes formes filamenteuses, y compris une forme donc pseudo-hyphale et une forme hyphale. Elle est alors capable d'adhérence et d'envahissement tissulaire. Donc là, vous avez le B, qui est la forme mycélienne, donc qui est pathogène, qui n'a rien à voir avec la forme d'origine que vous avez dans le A. Ensuite, il y a
Un biofilm. Alors aujourd'hui, je vais pas forcément vous parler du biofilm parce qu'il faudrait un autre webinaire par rapport à ça. Mais il faut savoir que le candidat albicans produit des biofilms hautement structurés, composés de plusieurs types de cellules, qui sont enfermées dans une matrice extracellulaire. La formation de biofilms est un facteur de virulence puissant pour un certain nombre d'espèces de candidats, car il confère une résistance significative à la thérapie antifongique traditionnelle. Grosso modo, pour synthétiser, moi c'est ce que j'explique à mes consultants, en fait, c'est que quand il y a une résistance au biofilm, c'est comme si en fait il y avait du cellophane autour de l'intestin et que tout ce que l'humain va ingurgiter pour soigner le candidat albicans va être retenu par ce biofilm. Et donc, il faut aller venir casser ce biofilm pour bien pénétrer, on va dire, le pathogène et que tout ce qu'on va prendre, les compléments alimentaires ou des médicaments, puisse être efficace. Donc, c'est une résistance qu'il peut y avoir chez les gens qui ont des candidoses chroniques depuis de nombreuses années ou sur des récidives. Donc ça, on pourra en parler aussi un petit peu plus tard. Il y en a aujourd'hui quand même des résistances au biofilm, mais vous, ce qu'allez surtout rencontrer, ce sera le candidat albicans plutôt en aigu. Mais vous savez que si vous tombez, on va dire entre guillemets, sur un cas assez résistant à ce que vous pouvez donner, il faut toujours se dire peut-être qu'il y a un biofilm résistant, qui empêche donc, entre guillemets, la guérison. Donc, ça fait partie de notre écosystème intestinal, hein. L'action du candidat albicans sur la muqueuse intestinale, allant donc jusqu'au leaky gut ou syndrome de l'intestin perméable, et sur notre système immunitaire avec le tissu lymphoïde, hein, du tube digestif, ce qu'on appelle GALT, avec le risque de déclencher également une maladie auto-immune. Il faut savoir que le candidat a cette énorme capacité à transformer l'acétaldéhyde, donc ce qui est fabriqué lorsque le sucre et la levure se rencontrent, en éthanol et donc en alcool. Et donc justement, un petit rappel sur le leaky gut, ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Je pense que ça doit vous parler. Donc le syndrome d'hyperméabilité intestinale sont souvent provoqués par des situations ou des substances qui endommagent l'intégrité de la muqueuse intestinale et déconnectent les entérocytes. C'est-à-dire que les entérocytes, on va dire, ils se desserrent. La déconnexion entre les entérocytes entraîne une augmentation de l'absorption passive de macromolécules. Et si les cellules sont endommagées, une diminution de l'absorption des nutriments peut survenir, entraînant donc une malnutrition qui va aggraver les perturbations structurelles et fonctionnelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jonctions serrées qui s'ouvrent en fait. Et du coup, vu qu'il y a une ouverture au niveau des jonctions serrées des entérocytes, il y a une ouverture et tout ce qui est pathogène rentre, donc notamment le candidat albicans, on va dire. Alors que quand c'est fermé, il n'y a que les bons nutriments qui passent et les toxines sont à l'extérieur. Donc le candidat albicans peut provoquer une hyperméabilité intestinale qu'il va falloir régler aussi lorsqu'on veut traiter une candidose chronique. Donc pour rappel, voilà, c'est ce que vous avez ici, des jonctions ici qui sont ouvertes. Donc là on a des jonctions serrées, là elles sont un peu plus ouvertes et quand elles sont ouvertes, c'est là où vous avez cette mauvaise étanchéité qui fait que ça rend votre intestin complètement perméable, tout simplement. Et qui va passer donc les antigènes, les toxines, les pathogènes, les aliments non digérés, etc., etc. Ça c'est juste pour vous faire un petit rappel sur l'importance de la muqueuse intestinale, mais je vais en reparler aussi. Pareil, l'étanchéité entre les entérocytes est assurée par un complexe d'environ 30 protéines, formant le complexe jonctionnel serré, imperméable dans des conditions physiologiques aux macromolécules, antigènes, toxines, pathogènes, aliments non digérés, etc., etc. Donc là, c'est pareil, c'est juste pour vous faire un... Donc vous voyez là, quand c'est ouvert, vous avez la flèche rouge, voilà, ici c'est ouvert, du coup vous avez tout ce qui est molécules, antigènes, pathogènes qui passent, et quand c'est bien fermé, normalement, il n'y a que le vert qui devrait passer, donc que des bons nutriments, tout simplement. Et donc justement, lorsqu'on a l'intestin en souffrance, qu'on a du leaky gut, donc syndrome de perméabilité intestinale, il faudra penser à perméabiliser les intestins de vos consultants. Donc là, je vous ai mis le nom d'un produit de chez CopMed qui s'appelle PerméaRégule, qui permet, entre autres, avec de la glutamine et d'autres plantes,
de pouvoir perméabiliser les intestins pour éviter justement ce leaky gut. Donc ce n'est pas à faire en première intention. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord, on va d'abord essayer d'assainir l'intestin et d'éradiquer le candida albicans pathogène avant de donner du perméarégule. Mais il faut savoir que lors d'un protocole de candidose, il faut penser surtout à fermer ces jonctions serrées pour éviter justement que la candidose chronique ne revienne. Et il faut vraiment réguler la perméabilité, ça c'est sûr. Mais en deuxième intention, pas maintenant. Donc Perméarégule, c'est un produit de chez Copmed qui existe sous forme de gélule, également sous forme de sachet. Je vais vous prendre la fiche. Donc, dans le Perméarégule, donc le but, c'est vraiment de traiter l'inflammation. Donc il y a du curcuma, du marc de raisin, de la boswellia, également de la NAC. Il y a de l'argile verte pour cicatriser également. On assainit l'écosystème bactérien, il y a de la baie de myrtille, il y a de la spiruline, il y a de la glutamine pour reconstruire la barrière intestinale, bien sûr, la méthionine, la vitamine B8, de l'altéronine, et ensuite il y a tout ce qui est baie de myrtille et de la mélisse pour calmer les spasmes intestinaux, et toutes les vitamines du groupe B également pour faire remonter l'homocystéine et relancer l'état général du métabolisme. Grosso modo, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça, vous aurez plus d'éléments tout à l'heure avec Solène qui vous expliquera comment voir l'intégralité de la composition de ce produit. Donc, à faire après. Là, c'était juste pour vous faire un petit rappel. Quand on a un leaky gut, on va avoir des phénomènes allergiques, des maladies inflammatoires ou une tendance à avoir des maladies auto-immunes. Pour rappel, qui dit maladie auto-immune dit souvent perméabilité intestinale, donc leaky gut. Pensez-y. Pourquoi vous êtes allergique et pas votre voisin? Parce que vous n'avez pas du tout la même barrière intestinale, donc pensez au leaky gut. Et pour tout ce qui est maladie également inflammatoire, pensez également à travailler la perméabilité intestinale. Donc ça, entrée de pathogènes, voilà, par rapport à la candidose, infection opportuniste. Entrée de toxines, bien sûr, quand on a un leaky gut, il y a des mycotoxines qui altèrent le fonctionnement cérébral, des mycotoxines qui génèrent des pulsions sucrées, une surcharge des phases de la détoxication hépatique et une fatigue consécutive à la dépense énergétique de leur prise en charge par rapport aux toxines. Bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, si les jonctions serrées sont ouvertes, il y a plus de toxines et ces toxines donnent toutes ces conséquences-là qui ne sont pas très bonnes pour notre organisme. Bon, j'espère que ça va, que tout le monde suit. Voilà, là c'est une petite synthèse que je vous ai fait par rapport au candida albicans. Donc si on part depuis le haut, si on prend par exemple un antibiotique à large spectre, ou même un antibiotique tout court, on savait que les antibiotiques, bien sûr, quand il y en a besoin, il faut les prendre. Donc je ne suis pas là pour dire qu'on ne peut pas prendre d'antibiotiques, bien au contraire, quand il faut, il faut. Donc quand on prend l'antibiotique, ça peut donc détruire des bons germes au niveau de notre flore intestinale et en même temps que les mauvais. On peut avoir une multiplication des candidats suite à une prise d'antibiotiques, mais aussi, si on prend la pilule, de la cortisone, des corticoïdes, un régime qui est riche en levure, en glucides et notamment en sucre et également en produits laitiers. Donc quand il y a une multiplication des candidats, donc ça génère des toxines, le système immunitaire est affecté, bien sûr, on est moins résistant, on va développer plusieurs symptômes que je vais vous énumérer un par un tout à l'heure, symptômes nerveux, digestifs, respiratoires ou autres. Et on va mal réagir aussi à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, à ce qu'on touche. On peut avoir donc des allergies, on va développer des infections, etc., etc., etc. Sachant qu'aussi que quand le système immunitaire est affaibli, on a plutôt tendance à manger du sucre pour se réconforter, pour se donner, vous savez, un petit peu de glucides rapides. Et ce sucre va aussi faire une multiplication des candidats. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Et voilà, là vous avez quand même une grosse synthèse de la multiplication du candidat. Qui est intéressante à vraiment conserver. Alors, qu'est-ce qui favorise la candidose chronique? Donc, comme je l'ai dit, 50% des Français ont à peu près une candidose. Alors, on peut être en candidose aiguë ou en candidose chronique. En consultation, on voit souvent des candidoses chroniques.
Qu'est-ce qui peut favoriser ça? Au départ, les maladies chroniques, tout ce qui est cancer, maladies auto-immunes. Le virus EBV, alors Epstein-Barr virus, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut savoir que l'Epstein-Barr virus peut donner de la candidose aussi et peut donner des problèmes de thyroïde ou autres maladies auto-immunes. On n'en parle pas beaucoup de l'Epstein-Barr virus, mais il est hyper important. Petit aparté, dans les Covid longs, pensez au virus Epstein-Barr virus qui est souvent réactivé en cas de Covid. C'est pour ça que les gens ont du mal à sortir du Covid. Les médicaments allopathiques, donc antibiotiques, les immunosuppresseurs, les anticancéreux, les anti-ulcéreux, les corticoïdes favorisent la candidose chronique. Quand vous avez une personne qui vient vous consulter, qui a des troubles digestifs depuis de nombreuses années, de nombreux mois, qui a pris ou qui prend de la cortisone depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, pensez éventuellement à ce que ce soit pas la candidose qui crée tous ces problèmes digestifs. La pilule, donc qui peut favoriser trop d'oestrogène, ça s'appelle une hyperostrogénie relative. Les traitements hormonaux substitutifs, notamment à la ménopause. Tout ce qui est traitements hormonaux pour stimuler l'ovulation dans le cadre des FIV. Les anxiolytiques ou les antidépresseurs asséchant la muqueuse buccale. Et le roaccutane, très très important le roaccutane. Si vous connaissez, c'est un médicament que l'on donne pour l'acné souvent chez les adolescents, qui est très très fort, très puissant. Et les gens qui prennent ce type de produit, on va dire qu'ils ont un facteur favorisant la candidose. Bien sûr, je rappelle que quand il y a besoin des médicaments, bien sûr, on les prend, mais ça peut être des facteurs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Les métaux lourds qui sont contenus dans les plombages, le mercure, le nickel, dans les vaccins. Je ne vais pas parler des vaccins qui peuvent être source de polémique, mais il faut savoir que tous les métaux lourds peuvent favoriser le candida albicans. Des troubles digestifs chroniques, l'hypochloridrie, l'hyperacidité, la putréfaction, les troubles hépatiques, la sensibilité alimentaire, les directions allergiques aussi, que ce soit IgG et IgA. Le terrain humide, lorsqu'on vit dans une maison, on va dire, où il y a de la moisissure, ou vous savez, de la tapisserie qui se décolle, ou des fenêtres à simple vitrage qui sont pas forcément très bien isolées. Voilà, tout ça, ça peut jouer. Également, si on transpire, notamment au niveau des plis aussi, ça peut jouer. Les gens qui transpirent beaucoup ont un terrain qui va favoriser l'implantation d'un candida albicans pathogène. Une alimentation déséquilibrée, le sucre, numéro 1, en laitage, plutôt laitage de vache, en céréales raffinées, donc je veux dire céréales raffinées, c'est céréales blanches surtout, ou trafiquées, mais aussi une alimentation carencée en diverses vitamines et oligo-éléments. Quelques instants si vous écrivez. Le stress, et les grands chocs émotifs. Surtout ceux qui sont vécus dans l'isolement et les conflits conjugaux. Alors, je vous ai mis ça. Ça peut paraître bizarre, voire chelou, mais en fait, il faut savoir que tout ce qui est conflits conjugaux, tout ce qui est des gens qui se sentent mal, ou qui ont perdu quelqu'un, qui sont isolés, ces émotions-là sont des facteurs favorisants pour la candidose. Donc, vous voyez, il y a des facteurs très, très importants. Et on ne sait pas trop aussi par rapport au rayonnement électromagnétique, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas ce que donne la 4G, la 5G, le Wi-Fi, tout ça, sur le candida albicans. Donc ça, point d'interrogation. Des recherches seront faites, j'en suis persuadé. Donc vous voyez, si on reprend vraiment tous les facteurs favorisants, donc maladie chronique, virus Epstein-Barr, les médicaments, tout ce qui est hormonal, les métaux lourds, les troubles digestifs, l'humidité, les moisissures, l'alimentation et le stress. Quels sont les symptômes qui évoquent donc la présence du candida albicans? Vous allez voir, il y a beaucoup de symptômes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile à analyser et appréhender. Donc les symptômes généraux, fatigue, coup de pompe, qu'on appelle les fausses hypoglycémies, les migraines ou les maux de tête, les troubles du sommeil, la frilosité et le syndrome de fatigue chronique. Alors la digestion, c'est vraiment vraiment les premiers symptômes auxquels il faut être attentif. C'est soit les personnes qui viennent vous dire en disant j'ai une alternance diarrhée-constipation, ou la diarrhée, ou la constipation, des ballonnements, tout ce qui est les MICI, les maladies qu'on dit fonctionnelles, la colopathie, les gastro-entérologues. Finalement, ce ne serait pas tout simplement une candidose chronique.
les reflux gastro-œsophagiens, les gaz, les éructations, les hémorroïdes, la mycose buccale, hyper importante, la prurite anale, c'est-à-dire les démangeaisons anales en dehors des parasites intestinaux ou des ténias ou des vers, et l'insuffisance hépatique avec souvent des gamma-GT qui sont augmentés. Tout ce qui est cutanéo-muqueux, mycose de la peau, la mycose des ongles, regardez les ongles de vos consultants, l'intertrigo, l'eczéma, l'urticaire aigu ou chronique. Petit aparté, l'urticaire chronique peut être dû aussi à une hypothyroïdie. Le psoriasis, tout ce qui est dermite, acné, démangeaisons du corps, du dos surtout, des jambes, de l'anus, des oreilles. Le muguet chez le nourrisson, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais qu'aussi ça peut démarrer dès la naissance, à l'accouchement. Si notamment la maman avait une mycose vaginale ou une mycose buccale lors de l'accouchement, ceci peut se transmettre chez le nourrisson, qui va vite développer un muguet. Donc le muguet, c'est au niveau de la langue, c'est la langue qui est bien blanche. Et du coup, l'enfant naît déjà avec une candidose pathogène qu'on va pas forcément traiter de suite, mais il faudra traiter à un moment ou à un autre. Donc ça, pensez à demander aussi comment ça va se passer à l'accouchement. Donc bien sûr la mycose vaginale, la perlèche, la fissure au coin des lèvres, les appareils dentaires qui sont contaminés, donnant des candidoses buccales chez le sujet âgé. Rappelez-vous que qui dit candidose buccale dit forcément candidose digestive. Donc vous voyez au niveau de la peau, pour vous donner un exemple, moi j'avais reçu une jeune fille de 15 ans, une fille en plus qui était trisomique, donc qui est pas toujours facile à diagnostiquer pour discuter, donc du coup sa maman était venue avec moi, et elle avait vraiment la peau, je vous montrerai une diapositive après, qui est sous la poitrine, qui est vraiment plein de petits boutons, vraiment plein de petits boutons. On ne savait pas trop ce qu'elle avait, et moi quand j'ai vu, je dis mais ça pour moi c'est de la candidose à faire vérifier quand même. Et le fait d'avoir travaillé sur le traitement anticandidosique, tous les boutons qu'elle avait sur la poitrine sont tous partis au bout de 3 mois. Voilà, les parents n'en revenaient pas, mais pour moi c'était flagrant. Et le fait d'avoir travaillé là-dessus, parce qu'on sait en plus que ces personnes trisomiques ont aussi une hypersensibilité. Et elle a eu un gros choc, un gros stress, et là ça a décuplé. C'est là où ça a vraiment fait développer le candida albicans. Donc, vous voyez, un exemple d'ongle avec des mycoses. Donc ça, c'est la main, mais vous pouvez avoir pareil au pied, au niveau des orteils. Ça, c'est la langue blanche, donc le fameux muguet. Donc bien sûr, ça peut être aussi un foie saturé, une langue blanche. Mais voilà, pensez à la candidose quand vous voyez ça. Vous voyez ici la langue qui est pas très propre. Donc, bien sûr, si la personne utilise un gratte-langue, ça ne se verra pas forcément. Voilà, ça, des genres de petits boutons, comme ça, qu'on peut avoir sur la peau, vous voyez, avec des tout petits points blancs à l'intérieur. On peut avoir également ce type de pathologie cutanée, gros érythème. Vous voyez, donc tout ça, tous ces choses que vous pouvez voir, ça peut vous faire dire, ah, attention, il y a peut-être un candida albicans. Ça peut donner des syndromes urinaires. Donc, s'il s'agit à urine claire, des cystites, des problèmes de prostate, des polycuries, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Des systèmes, tout ce qui est système gynécologique, donc des mycoses vaginales. Ça aussi, dès qu'on vous parle de mycose vaginale, pensez à la candidose, bien sûr, et on va dire aux hormones. Troubles du cycle, dysménorrhée, métrorragie, hyperostrogénie relative, endométriose également, et le lichen plan. Tout ce qui est système respiratoire, tout chronique, infection ORL récidivante chez l'enfant, en plus c'est aggravé par la prise d'antibiotiques, comme on a vu tout à l'heure. Les antibiotiques, plus on en prend, plus ça va développer une candidose. L'asthme, les allergies respiratoires, les gens qui sont intolérants aux odeurs, aux parfums, au tabac, aux peintures, l'oppression respiratoire et réaction donc exagérée, je l'ai remis là, tout ce qui est, mais vraiment exagéré, c'est-à-dire que ça donne vraiment de la nausée ou des maux de tête. Vous voyez là, les symptômes sont énormes, il y en a plein. Tout ce qui est symptômes endocriniens, ralentissement général de toutes les glandes, ça peut avoir un impact sur votre thyroïde, sur les ovaires, le pancréas, le foie, les surrénales. Une prise de poids inexpliquée,
qu'on peut être en hypothyroïdie relative. Une appétence irrésistible pour le sucre. Alors ça, pensez-y aussi, en dehors des troubles digestifs, des mycoses. Troisième point à voir, c'est est-ce que vraiment vous êtes attiré par le sucre, le pain ou l'alcool. Voilà, donc à voir avec eux. Vous savez que si une attirance pour le sucre, ça peut être également un manque de sérotonine. Mais vraiment, l'appétence au sucre, c'est hyper important. Parce qu'en fait, les gens ont envie de manger du sucre, donc ils vont en manger pour se réconforter, mais à partir du moment où ils en mangent, ben, en fait, ils vont faire proliférer le candidat albicans. C'est un peu comme Pac-Man qui grossit au fur et à mesure qu'on lui donne quelque chose qu'il aime, quoi. Donc ça, il faut travailler aussi le sucre. Et on a des symptômes, hein, tout ce qui est neuropsycho, la dépression, la spasmophilie, l'anxiété plus ou moins généralisée, les troubles du sommeil, la baisse de la concentration et de la mémoire, l'émotivité, les TOC, l'autisme ou aggravation d'un état psychotique. Donc n'oublions pas qu'une grande partie de la façon dont une mauvaise santé intestinale affecte l'humeur est liée à la sérotonine. Ben, automatiquement, si vous avez quelqu'un qui a une flore intestinale qui est complètement dégradée ou une hypermalléabilité intestinale, étant donné que la sérotonine est produite, enfin, ces récepteurs du moins sont dans les intestins, 90% des récepteurs de sérotonine sont situés dans l'intestin. Si l'intestin est poreux, automatiquement les récepteurs ne fonctionnent pas bien. Donc automatiquement, il n'y a pas une bonne assimilation des neurotransmetteurs. Donc du coup, ça donne tous ces symptômes neuropsychologiques. Donc en fait, c'est par conséquence. Voilà. Donc ça, pensez-y, la sérotonine produite dans l'intestin est structurellement similaire à la sérotonine dans le cerveau, mais produite par différentes cellules. N'oublions pas que la sérotonine permet aussi de fabriquer la mélatonine. Donc si à la base, la personne a une flore intestinale dégradée ou endommagée par le candidat albicans, du coup, les récepteurs des intestins ne fonctionnent pas bien, donc du coup, la sérotonine est moins bien synthétisée, donc moins de sérotonine, moins de mélatonine est égal donc à un sommeil dégradé. Tout part comme ça dans le corps. Il peut y avoir également des symptômes rhumatologiques, la fibromyalgie surtout. Pensez, hein, pour les gens qui sont en fibromyalgie, candidose ou problème de thyroïde, hein, souvent. Raideur articulaire, ostéoporose par carence d'absorption. Et bien sûr, toujours pareil, hein, vu qu'on a une flore intestinale qui est complètement dégradée, on absorbe mal notamment le calcium, on va mal absorber la vitamine D, la vitamine K, qui est hyper importante pour l'ostéoporose. Donc là, c'est pareil, c'est une conséquence du leaky gut. Et on peut avoir une vue trouble, des corps flottants, une conjonctivite et une hypersensibilité chimique multiple. Donc, vous voyez, il y en a des symptômes. Hein. Tout consultant qui a vu au moins 3 spécialistes, que ce soit un gastro-entérologue, un ORL, un dermato, un gynéco, un urologue, un psychiatre, on leur dit mais il n'y a rien, tout va bien, on donne des traitements, ça ne marche pas. Ce problème n'est pas résolu. Il faut fortement suspecter la candidose chronique. Pensez-y vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Allez, on continue. Donc, il y a quand même une variété de symptômes très, très importants. C'est pour ça qu'on peut se dire, mais mince, c'est peut-être un syndrome du côlon irritable. Est-ce que c'est juste de l'anxiété? Est-ce que c'est juste un problème de flore intestinale? Vous voyez? Donc, au départ, on nage un peu. Hein. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire pour vous aiguiller un petit peu plus. Comment on peut savoir si on est atteint ou si les personnes en face de nous sont atteintes de Candida albicans? C'est pas toujours très simple. On peut faire, souvent le médecin vont faire des coprocultures de sel. Ça peut être décevant. Par contre, si c'est positif, vous savez que c'est un vrai positif. Je n'ai jamais vu du positif en analyse de sel, mais ça peut arriver. Ils vont regarder surtout s'il y a des filaments mycéliens. Voilà. On peut demander aussi des sels avec la coproculture, gynéco, bucco, cutané, ongles. Voilà. Mais franchement, c'est souvent très, très décevant. Par contre, si vous avez un positif, alors là, bingo, vous savez qu'il y a un candidat albicans à 1000%. Il faut vérifier également si les gens ont une baisse des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, sans forcément avoir changé quelque chose de son alimentation. Des gamma-GT en hausse, des carences en fer, en magnésium, surtout en iode, en calcium, en vitamine B, en vitamine C et en vitamine D. Ce sont des choses qui peuvent vous alerter également. Donc ça, on va le voir plutôt en analyse de sang. On peut faire donc aussi une prise de sang.
pour regarder si on a les anticorps anti-candidats. Pareil, c'est pas toujours très fiable. On peut faire un test à la candidine. Pareil, c'est pas hyper très fiable. Certains, peut-être d'entre vous, utilisent aussi un oligoscan qui permet une estimation des oligoéléments, des minéraux et des métaux lourds, hein, grâce à ce spectrophomètre, je crois qu'on appelle. Voilà. Après, je ne connais pas vraiment quel est le coût de la fiabilité, je ne sais pas. Le mieux, moi je vous dis, c'est de se référencer à la clinique ou au questionnaire Besson. Donc ça, vous pouvez taper facilement sur Internet questionnaire Besson. Vous avez un gros questionnaire avec plusieurs symptômes, avec une graduation des symptômes qui vont évaluer entre 0 et 9. Alors pas tout le temps, c'est 0, 3, 6, 9 ou 0, 1, 2, 3. Et ça, vous pouvez donc répondre à ce questionnaire Besson, qui déjà va vous permettre déjà de vous aiguiller rien qu'à la clinique, sans forcément que les gens passent par leur médecin pour faire des tests qui ne sont pas toujours très fiables ou onéreux pour certains. Mais le questionnaire Besson, moi je l'utilisais beaucoup au départ quand j'ai commencé il y a 10 ans. Maintenant, je m'en sers quasiment plus, que c'est vrai qu'à force, je connais bien les symptômes. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aiguiller. Donc, questionnaire Besson. Le traitement. Alors, si c'est un traitement qui est naturel, bien sûr, il va être long. Hein. Il faut compter minimum 6 mois et 1 à 2 ans avec poursuite prolongée du régime sans sucre. Il faut faire attention au départ à la réaction d'Herx au début du traitement. Comme souvent, il peut y avoir une décharge brutale de toxines en trop grande quantité de candidats et on peut avoir une aggravation sur 8 ou 15 jours avec des symptômes un petit peu plus forts, notamment au niveau de la fatigue, des nausées. Donc, il faut penser également à soutenir le foie chez ces gens-là. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, ah ben moi, dès que j'ai commencé ce complément alimentaire, dès que j'ai pris cette plante, j'ai eu plein de boutons, par exemple. Mais ça, c'est une réaction d'Herx. Vous pouvez avoir cette réaction également avec le traitement antifongique naturel que je vais vous présenter après. Donc voilà, donc pensez-y. Si c'est comme ça, vous dites aux gens de diminuer la dose ou d'arrêter quelques jours. Hein. Et soutenez le foie. La base, le réglage alimentaire. 50% du boulot, c'est le réglage alimentaire. Donc il faut un réglage alimentaire sans sucre, sans laitage de vache surtout, sans céréales riches en gluten, blé, seigle, épeautre, orge, avoine. On évite la charcuterie, on évite la pomme de terre, la betterave, la carotte et la tomate qui sont riches en sucre. Et on va éviter bien sûr tout ce qui est à base de moisissure, parce que je vous rappelle que cette levure peut se développer dans des états d'humidité et de moisissure. Donc, il faut vraiment faire attention à cette alimentation-là. Prenez le temps avec vos consultants de leur dire il ne faut pas de sucre. Il faut leur donner des petites astuces pour éviter le sucre. Dire plutôt qu'il faut aller plutôt sur du lait plutôt végétal ou du lait plutôt de chèvre ou de brebis. D'éviter le gluten, c'est-à-dire de manger des pâtes, manger plutôt du riz. Au lieu de manger des pâtes, manger plutôt du quinoa. Le pain plutôt au sarrasin. La charcuterie, on va éviter. La carotte, c'est très bon, mais c'est hyper riche en sucre. La betterave, c'est hyper bon aussi, mais là, malheureusement, c'est avec ça avec lequel on fait le sucre. Et la tomate, c'est acide aussi pour certains, donc on va éviter. Donc surtout, retenez bien gluten, laitage, sucre. On va agrémenter l'alimentation avec de l'alimentation hyper simple, hein, de l'ail, de l'origan, de la cannelle, du thym, du gingembre, qui sont anti-candidats. Donc ça, c'est chouette. Alors pareil, le gingembre, faites attention. Si c'est du gingembre confit, c'est du gingembre qui est très sucré. Si vous prenez du gingembre à l'état brut, dans les étalages du primeur, là, on est bon. Quelles sont les solutions pour éradiquer ce candida? Donc, les solutions, bien sûr, il y en a des chimiques et des allopathiques. Hein. Le fongisone, du triflucan, mais il y a un risque d'enquistement du candida albicans, ça ne marche pas toujours. On peut donner également des antibiotiques, mais sachant que les antibiotiques peuvent proliférer un nouveau candida albicans. Donc voilà, donc si vous êtes médecin, donnez déjà du fongisone en première intention si vous êtes quasiment sûr de votre diagnostic de candida albicans. Si vous êtes comme moi naturopathe, bien sûr, on va aller sur des choses naturelles et on peut complémenter les deux s'il faut. Hein. Donc l'ail, bien sûr, hein. L'ail c'est antiseptique, c'est antifongique, c'est antibactérien, c'est plein de choses. L'extrait de pépin pamplemousse, que j'utilise beaucoup, que ce soit sur les virus, que ce soit sur les bactéries, que ce soit sur le fongique, sur le viral. Les huiles essentielles, la sarriette, la cannelle, l'origan, le thym, le titri, le laurier, la lavande aspic, la bardane, la propolis, le lapacho, la berbérine,
ou le berberis, qui est notamment pour les biofilms, l'hydrastis, l'échinacée, la chlorophylle, le romarin, l'extrait de feuilles d'olivier, la cannelle, la camomille allemande, le samento, l'argent colloïdal sont des traitements naturels également. Cas particulier des mycoses aux pieds. Pareil, une personne qui a des mycoses aux pieds, ça doit vous interpeller. Si c'est chronique, bon, si ça arrive une fois de temps en temps, ça peut être aussi parce qu'il s'est traîné dans un pédiluve ou parce qu'il a mis ses claquettes, il avait les chaussettes mouillées, il peut avoir une mycose, hein, ça on est d'accord. Quand c'est ponctuel, hein, c'est pas très grave. Quand c'est récurrent, voilà, il faut appliquer donc plutôt une huile essentielle de tea tree que vous pouvez trouver donc chez Simplicure, hein, notamment, en protégeant la peau autour de l'ongle avec du vernis à ongles incolore. Vous pouvez également mettre de l'huile de Nîmes dessus et de l'huile de coco, que l'huile de coco est aussi antifongique, donc en huile végétale, l'huile végétale de Nîmes, l'huile végétale de coco, et vous mettez quelques gouttes de tea tree, vous posez ça sur l'ongle, et souvent ça permet de guérir une mycose du pied. Donc, mes suggestions de protocole. Donc, voici quelques produits que j'ai sélectionnés, que moi j'utilise ou que je conseille régulièrement dans mon cabinet. Donc, je ne travaille pas pour une marque en particulier. Là, j'ai trouvé des marques que vous pouvez facilement trouver sur la plateforme, qui est notamment, donc là, il faut drainer en premier. Hein. On va drainer. Alors, j'ai choisi l'Ergidraine, parce que l'avantage de chez Nutergia, c'est que c'est un drainage, mais il y a tous les oligo-éléments avec. Donc, c'est pas un drainage qui fatigue énormément. Alors, pour vous donner une idée, dans l'Ergidraine, vous avez de l'arête des prés, de l'artichaut, du cassis et de l'aubier de tilleul. Il y a du chrome et il y a tous les minéraux essentiels en plus. Donc, vous pouvez drainer grâce à l'Ergidraine. Il faut penser à désacidifier parce que donc le candidat albicans aussi se développe sur un terrain acide. Donc, vous avez un produit là qui s'appelle Ergibase de chez Nutergia, qui est à base de citrate de magnésium, de potassium et de sodium, et qui permet de désacidifier également l'organisme. Et bien sûr, vous allez donner un complexe de plusieurs substances antifongiques et naturelles, antimycosiques, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai sélectionné 2 produits de chez Copmed. Donc, vous avez le premier qui est en sachet, qui est le Candibiotique, qui est notamment enrichi en feuilles d'olivier, qu'on a vu tout à l'heure, en vitamine C, en lapac chaud, en chardon-marie, en citron, en extrait de tige d'ananas, en spiruline, en vitamine B12, en lithotame, qui est une algue antiacide et riche en calcium, avec de la propolis, de la chlorophylle. Voilà, et ça va vraiment permettre de pouvoir éradiquer le candidat albicans. Donc, vous l'avez sous forme sachet, donc qui est sur votre gauche, et vous avez l'autre qui est le candinate, qui est sous forme de gélule, qui est moins dosé, mais l'avantage c'est que pour les gens qui détestent avaler des sachets avec de l'eau, c'est vrai que le goût est pas top quand même, ben vous pouvez plutôt proposer plutôt des gélules, du candinate. Et ça, on commence tout doucement, notamment le candibiotique, là on dit que c'est un sachet par jour, hein, donc une boîte fait à peu près un mois, fait même un mois, mais il faut commencer tout doucement, c'est-à-dire qu'on va commencer par un demi-sachet les 10 premiers jours pour éviter justement la réaction d'Erbs. Et le Candinax, pareil, on dit que c'est 4 gélules par jour, commencer par 2 gélules pendant 10 jours et passer à 4 ensuite. Donc ça, c'est vraiment le protocole naturel qui va permettre d'éradiquer le candidat albicans. Donc à faire, moi souvent je fais faire sur 3 mois. Voilà, si c'est vraiment très très chronique, je vais plutôt le faire sur 3 mois. Et vous avez donc l'extrait de pépins pamplemousse avec ses multiples activités, j'ai envie de dire. Pour moi, j'appelle ça un anti-tout, hein. Un peu comme l'argent colloïdal, antibactérien, antifongique. Hein. Il contient des flavonoïdes qui présentent des effets antibactériens et régulateurs du microbiote intestinal. Donc, il participe au soutien du développement des micro-organismes symbiotiques non pathogènes, inhibe la formation des biofilms bactériens nécessaires à la phase d'adhésion et inhibe la capacité du candidat albicans à former donc des filaments et donc à se proliférer. Donc là, je vous en ai sélectionné un de chez BeLife que vous trouverez également sur la plateforme. Et les traits de pépins pamplemousse, voilà, c'est génial, ça marche toujours. Donc vous pouvez, si vous avez bien chronique, bien installé, n'hésitez pas à associer le candibiotique ou le candinac à l'extrait de pépins pamplemousse. Je ne sais pas s'il y en a dans le... Je crois pas. Non, il n'y en a pas dans le 2. Donc vous pouvez mettre candibiotique ou candinate et extrait de pépins pamplemousse sans aucun problème.
Bien sûr, gérer le stress. Hein, on a vu que le stress, les chocs émotifs. Hein. Donc, bien sûr, il faut, si vous êtes thérapeute dans la psychologie, ou envoyer vers un psychologue ou un psychiatre, prenez des plantes adaptogènes, rhodiola, griffonia notamment s'il y a des pulsions sucrées. On peut aller sur l'éleutérocoque également, hein, sur du ginseng, on peut faire plein de choses. La sophrologie, la cohérence cardiaque et bien sûr l'hygiène de vie avec le sport. Et pareil, on continue à gérer l'équilibre acido-basique, donc en continu. Donc protocole, on draine en premier, on désacidifie et on éradique le candida albicans avec candinate ou candibiotique, plus de l'extrait de pépins pamplemousse si besoin. Bon, pour conclure, hein, on est presque dans les temps, ça va, parce que moi je parle beaucoup, mais là j'ai vraiment été plus speed pour être dans les temps. Donc c'est une pathologie très fréquente. Y pensez toujours quand il y a une accumulation de symptômes ou une maladie qui traîne, avec des antécédents notamment de traitements antibiotiques, de pilules, de traitements pour le cancer, de traitements pour l'acné. Pensez-y toujours. Il faut vraiment passer du temps, entre guillemets, pour convaincre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas là pour convaincre, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour sa santé. Mais dans notre rôle d'éducateur de santé, il faut vraiment insister auprès de nos clients, de nos patients, si vous êtes médecin, de la nécessité d'un régime et d'un traitement long. Il faut leur dire, voilà, là, vous allez faire gaffe à réduire votre sucre, vous allez faire gaffe à réduire votre gluten, vos laitages. Question à poser qui est toute simple, c'est qu'êtes-vous prêt déjà, là, aujourd'hui, à faire comme réglage alimentaire, que ce soit assez simple chez vous et sans frustration? Qu'êtes-vous prêt à faire là, maintenant, de suite? Peut-être la personne qui va vous dire, ah ben moi, là, je peux vraiment me passer du gluten. Bon, ben commencez par ça. L'autre personne va vous dire, ben moi, je peux vraiment pas me passer de sucre. Bon, ok, ben commencez déjà à réduire les laitages. Vous voyez, amenez-les progressivement, parce qu'après, s'il y a une frustration, les gens vont pas suivre. Et s'il y a frustration, il peut y avoir un choc émotif. Et s'il y a un choc émotif, ça peut relancer un candidat. Donc, allez-y tranquille, mais prenez bien le temps de bien leur expliquer. Oui, donc une théorie après du docteur Simoncini, qui est un cancérologue italien pour qui le cancer a pour étiologie le candida albicans et qui le traite par perfusion de bicarbonate de soude. Bon, bien sûr, nous, on n'en est pas là, mais c'est des choses qui peuvent être utilisées dans d'autres pays européens. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ces diaporamas sont aussi extraits de certains livres et de mon expérience, bien sûr, professionnelle depuis 10 ans. Voilà, vous avez quelques livres qui peuvent vous aider également. Donc, je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi. La candidate chronique de Thor Besson, donc celui qui a fait le fameux questionnaire. Sans candidat albicans de Valérie Legros. Et le candidat est un champignon, donc le docteur Simoncini également. Donc, ça, des livres que vous pouvez trouver ou commander assez facilement. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que pour vous, c'est clair sur cette pathologie qui, moi, me passionne énormément, mais qui peut être très complexe je me répète, à analyser et à appréhender. Mais vraiment, quand vous êtes là-dessus et que vous voyez que ça marche, c'est génial, quoi. Voilà pour moi. Un grand merci pour la présentation, Frédéric. C'était très, très clair, en effet. Merci à vous. J'ai vu beaucoup de questions passer, donc je laisse aller regarder tout ça un petit peu plus dans le détail. On va voir ça. Et puis on va répondre à tout ça dans un instant. Juste, je prends une petite minute pour présenter la plateforme Simplicure, donc qui proposait ce webinaire pour ceux qui éventuellement ne le connaissent pas encore. Simplicure, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer des recommandations de compléments alimentaires à vos clients. Sur la plateforme, vous retrouvez une soixantaine de laboratoires et vous pouvez donc centraliser une recommandation avec des produits différents laboratoires, notamment par rapport au protocole qu'on a pu voir aujourd'hui, donc des produits de chez Mitergia, des produits de chez CupMed, Herbe et Tradition par exemple, et n'envoyer qu'un seul lien à votre client qui n'a plus qu'une seule commande à faire. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Je vais vous partager le lien pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat, comme ça vous pouvez vous inscrire. C'est une plateforme qui de toute façon est entièrement gratuite. Hop. Alors, je vous partage mon écran tout de suite. Donc, je vais vous montrer comment créer une recommandation. Après, ce que vous allez pouvoir faire aussi sur la plateforme, c'est directement utiliser des protocoles qui sont recommandés par des professionnels ou les laboratoires. Donc, je pense que dans l'après-midi, on pourra poster le protocole qu'on a vu aujourd'hui. Pour créer une recommandation, vous cliquez sur « Nouvelle recommandation ». Vous allez pouvoir sélectionner votre client dans un premier temps et ensuite accéder donc à un large choix de compléments alimentaires. On a plus de 1000 références aujourd'hui au catalogue.
Donc, bien évidemment, il y a différents filtres pour pouvoir naviguer plus facilement sur cette grande gamme. Donc, si on veut reprendre un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui, drainer dans un premier temps, par exemple avec les produits de chez Nutergia. Donc, on va filtrer par laboratoire, Nutergia. Objectif santé, bien, vous allez retrouver le filtre Candidose. Hein. Et donc là, on va retrouver les 2 produits qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, on ajoute le produit à la recommandation. Si dans un premier temps, vous voulez vérifier d'ailleurs la formulation, en cliquant sur les vignettes, vous avez toujours accès à une fiche produit qui est quand même bien détaillée, avec notamment les formulations complètes pour une gélule. Mais après, vous pouvez très bien augmenter les posologies et avoir la formulation, les tableaux qui sont les tableaux dynamiques, pour être bien sûr de ne pas dépasser les valeurs seuil pour certaines catégories de vitamines et de minéraux. En bas de page, vous aurez toujours les conseils d'utilisation sur toutes les fiches produits, bien sûr. Et donc, vous ajoutez le second produit. Et si ensuite, on veut ajouter, par exemple, le produit qu'on a pu voir de chez Copmed, donc le Candinate, par exemple, vous allez pouvoir taper Candinate ici dans la barre de recherche et voir le produit de chez Copmed normalement apparaître. Excusez-moi, ma wifi est un petit peu lente. Après, par la suite, vous allez pouvoir modifier si vous le souhaitez toutes les. Donc là, je vous montre juste rapidement à nouveau parce que Frédéric disait que les formulations étaient quand même bien détaillées. En effet, vous avez toujours accès à la formulation détaillée. On va vous donner même le titrage, la standardisation des plantes quand nécessaire, etc. Donc, beaucoup d'informations sur ces pages produits. Hop. Après, vous pouvez modifier, si vous le souhaitez, les instructions de prise pour vos clients. Donc ici, ce sont les instructions que nous aurons, je vais zoomer un peu, que nous aurons transmises les laboratoires, mais vous pouvez estimer qu'il en faut plus ou qu'il en faut moins pour la personne que vous allez avoir en face de vous. Changer les fréquences de prise, les durées de prise et mettre des notes en plus si c'est à prendre à jeun ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir vérifier aussi si au niveau des apports, en additionnant des produits, vous ne dépassez pas, pareil, les valeurs seuil. Et donc, après, vous pouvez donc tout simplement cliquer sur Envoyer. Dès que vous cliquez sur Envoyer, votre client reçoit sa recommandation par mail et il n'a plus qu'à passer sa commande. Donc, c'est très simple, comme vous avez pu le voir pour vous. Je ne vais pas cliquer. Et c'est très simple pour le client aussi de pouvoir passer sa commande. Vous allez le voir, je vais vous montrer comment ça se passe pour le client quand il reçoit par mail sa recommandation. Donc, si la personne ouvre sa boîte mail et clique sur son lien de recommandation, il va arriver sur cette page-ci où il va voir les produits que vous avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement et il reçoit tout chez lui. Donc, c'est une livraison qui est très rapide en plus. C'est sous 3 jours que votre client sera livré. Donc, voilà, très simple pour vous et pour vos clients. Une 60aine de laboratoires, plus de 1000 références. Vous allez améliorer l'adhésion à vos recommandations parce que comme on simplifie l'acte d'achat automatiquement, il y aura un meilleur suivi de vos clients, vous fidélisez. Vous pouvez faire bénéficier de réductions aussi à vos clients sur leurs commandes. Donc voilà, beaucoup d'avantages, d'autant plus que c'est une plateforme, je le répète, qui est entièrement gratuite. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et je vous invite aussi à vous inscrire à nos prochains événements. Donc demain, on va découvrir la gamme de chez Novoma, dont les produits vont être disponibles sur la plateforme Simplicure. Et la semaine prochaine, on retrouve Véronique Liès qui va nous parler du lien entre le métabolisme et le microbiote intestinal. Donc voilà, vous avez également tous les replays qui seront disponibles sur Simplicure, comme je vous l'ai dit au tout début du webinaire. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir passer aux questions, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Et je vais Alors voir celles qui ont… Justement, Solène, si je peux me permettre, j'ai vu là, j'ai Ouais. un peu regardé les questions. Effectivement, je reviens juste sur la partie analyse, ça a été beaucoup parlé. Effectivement, j'ai pas parlé d'une analyse qui peut être intéressante, parce que je pense pas que les gens pouvaient connaître, mais c'est hyper intéressant. C'est l'analyse, ce qu'on appelle MOU, des métaboliques organiques urinaires, qu'on peut faire auprès de certains laboratoires spécifiques, Barbier, LIMS notamment, qui va donner un état fongique de la flore intestinale ainsi que de la dysbiose de fermentation et de putréfaction. Donc les métaboliques organiques urinaires, donc les MOU, font une analyse que je peux utiliser quand vraiment je suis un peu entre deux et qui est extrêmement fiable, mais qui peut être coûteuse. Donc voilà. Donc, mais sinon, c'est un bon outil de diagnostic. Voilà, c'est pour répondre à plein de questions là-dessus. Plein de questions par rapport à ça. Alors, moi, j'ai été voir les questions où on a eu le plus de votes. Donc, j'ai trié comme ça. Quelle est la durée de chaque phase du protocole? Drainer, désacidifier et l'antifongique. Ok. Alors, drainer, alors vous savez qu'on ne draine pas trop longtemps. Quand on draine, notamment, bon, même si l'Argidraine, c'est quand même un produit qui ne fatigue pas beaucoup, on va drainer 3 semaines, un mois, pas plus.
Désacidifier, on va commencer dès le premier mois et on peut désacidifier pendant 3 mois si besoin, notamment si la personne peut encore évoquer, si elle a notamment des troubles digestifs. Hein. On va y aller un peu plus si elle a des reflux gastro-œsophagiens, si elle a des brûlures d'estomac, des brûlures dans la gorge qui sont liées à une hyperacidité, on peut désacidifier au moins 3 mois sans aucun problème. Concernant après le protocole en lui-même de la candidose, hein, candibiotiques, candinate, des choses comme ça, donc on commence toujours par des petites doses pour éviter la réaction adverse, mais on va y aller minimum 3 mois. Et au bout de 3 mois, moi je refais le point avec mes consultants, on voit où on en est et on voit à ce moment-là si on continue sur le même rythme ou si pour une question de temps ou voire de budget, on fait 1 jour sur 2. Mais minimum, candidose, dites-vous qu'en fil rouge, il faut toujours quelque chose d'antifongique en fil rouge, que ce soit des pépins pamplemousse ou du candibiotique. Partez au moins sur 6 mois. Ok. Les maladies auto-immunes sont-elles cause ou plutôt conséquence de la candidose? Bonne question. Moi, ce serait plutôt, ça va être plutôt une conséquence, je dirais. Par contre, ce qui pourrait causer éventuellement, c'est plutôt le leaky gut, c'est-à-dire le syndrome de l'hypermobilité intestinale. Ça, on le sait, qu'un intestin peureux peut donner plus de risque d'avoir une maladie auto-immune. Ok. Les aftes fréquents sont-ils du candida? Pas à ma connaissance. Je peux me tromper, je suis pas sûr, mais pas à ma connaissance. Les aliments lactofermentés sont-ils conseillés et sinon pourquoi? Alors en fait, on va éviter dans un premier temps, même si c'est des produits très sains que moi je recommande aussi, mais étant donné qu'on est quand même sur une dysbiose intestinale à la base, on peut éviter tout ce qui est lacto-fermenté parce que chez certaines personnes, ça peut faire justement de la fermentation. Et nous, ce qu'on veut éviter dans un premier temps, c'est de trop fermenter l'organisme, de trop fermenter les intestins. Donc, au départ, non, mais pourquoi pas après, quand vous serez dans la phase où vous allez plutôt travailler sur la barrière intestinale, là oui, mais pas au départ. Pas les 6 premiers mois dans tous les cas. D'accord. Alors, pourquoi ne pas commencer par la perméabilité intestinale avant d'attaquer le candida? Le candida étant source de déchets et de neurotoxines, n'est-il pas préférable d'avoir des jonctions serrées efficientes? Alors, moi, c'est ce que je faisais au tout début, quand je me suis installé il y a 10 ans, je faisais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment contraire entre guillemets, à la nature. Parce que oui, effectivement, si on travaille sur la perméabilité et qu'on ferme nos petites jonctions serrées de l'intestin, on va éviter que le candida albicans prolifère un peu plus. Mais celui qu'on a déjà en nous, du coup, il se trouve toujours dans l'organisme. Donc, il faut d'abord enlever ce qui est déjà dans le corps. Donc, moi, j'explique aux gens, avant de semer, avant qu'un plant de tomate pousse, il faut quand même nettoyer le terrain. Donc, on va nettoyer le terrain avant de ressemer. Ok, très bien. Parmi les souches de candida, il y a le kéfir. Que pensez-vous donc du kéfir à boire? Alors, le kéfir, donc, c'est un excellent produit, mais qui est un probiotique. Donc, on va le donner, mais plutôt en deuxième phase, pas au départ. L'extrait de pépins de pamplemousse est-il contre-indiqué chez les femmes enceintes, allaitantes ou chez les bébés? Alors, chez les bébés, non, ça je le sais, ça c'est sûr. Donc après, non, pas à ma connaissance. Par contre, il faut juste faire attention que dans l'extrait de pépins de pamplemousse que vous prenez, il n'y ait pas d'alcool dans la composition. Oui, tout à fait. Il y a des doses de péquillos, comme je dis souvent. Voilà, des petites doses. Est-ce que l'on peut prendre des levures, par exemple la levure de bière, lorsque l'on a un candida? Non, parce que justement, comme c'est une levure, on va éviter d'en enrichir avec des levures. Donc, pas de levure pendant le rééquilibrage alimentaire, pas de levure, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Et on va également éviter de prendre des vitamines du groupe B pendant la phase de détox. Okay. D'accord. Lorsque l'on donne de l'hydrocortisone en cas de burn-out afin de faire remonter le taux de cortisol, est-ce que cette hydrocortisone pourrait influencer la prolifération du candida albicans? Ça peut, effectivement, si on le prend sur une longue durée et sur un dosage très fort. Que pensez-vous des souches probiotiques réputées pour favoriser l'élimination du candida, telles que Lactobacillus helveticus ou Saccharomyces cerevisiae? Vous l'a dit.
Alors, c'est très bien, c'est pareil, mais toujours en deuxième intention. Si Ouais. par exemple vous vous trouvez avec une personne qui a un leaky gut, ben, vous allez donner des produits type Permarégule et rien ne vous empêche de mettre à côté un probiotique. Mais c'est toujours pareil en deuxième phase. Alors l'avantage par contre de ces probiotiques-là avec ces souches spécifiques anti-candidose, hein, c'est que ça va surtout être dans la prévention pour éviter que ça revienne ou sur des phases plutôt aiguës. Mais en chronique, Ouais. non. En chronique, ce sera plutôt plus tard, beaucoup plus tard. Est-ce que l'apparition d'une intolérance au gluten peut être mise en lien avec une candidose? Alors, directement, non. Indirectement, peut-être oui. Parce que qui dit intolérance au gluten dit porosité, enfin dérèglement porosité intestinale et immunitaire, et donc allergique, entre guillemets. Donc ça crée une dysbiose. Alors, est-ce que cette dysbiose est créée par le candidat albicans ou pas? C'est là où il faut investiguer par rapport à l'hygiène de vie, les antécédents, la prise de médicaments et tout ça. Donc indirectement, Mhm. oui, mais pas directement. D'accord. Peut-on associer une candidose avec une hémochromatose? Candidat, pas à ma connaissance. Pouvez-vous expliquer par quel mécanisme la prise de traitements hormonaux peut favoriser une candidose? Ah, bah, je pense que c'est. Alors là, il faudrait rentrer dans le détail au niveau scientifique, hein, mais je pense que c'est le fait Mhm. de jouer sur les hormones. En fait, c'est le dérèglement hormonal qui doit faire ça. La régulation oestrogène, progestérone, tout comme la pilule, hein. Je pense que c'est juste ça, que ça fait Mhm. un dérèglement hormonal, et ce dérèglement hormonal, qui n'est pas naturel, et favorise la prolifération du candidat albicans. Je pense que c'est ça. Peut-être à vérifier avec un gynécologue plus expérimenté. Ok. La maladie de Crohn peut-elle être due au candidat? Hmm, Pas à ma connaissance non plus, puisque la maladie Crohn, c'est plutôt une maladie qui est vraiment inflammatoire. C'est plus un problème d'acide Mhm. gras à courte chaîne. Donc non, je pense pas aussi fort. Est-ce qu'on peut retrouver la forme pathogène du candidat par prélèvement de sel? Bah, ça peut, mais c'est Oui. pas hyper fiable. Donc, vous parliez de vitamines du groupe B il y a un instant. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi on n'en donnerait pas? Parce que souvent les vitamines du groupe B sont sous forme de levure, tout simplement. Mhm. D'accord. Voilà. Mm. Donc, est-ce qu'on peut se débarrasser du candidat? Oui, 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 Pour oui. conclure, Oui, oui. oui. Oui, heureusement. Si vous avez regardé mon site ou si vous allez voir les avis Google, les gens en parlent. Mais voilà, ça prend du temps. Alors, c'est sûr que si la personne fait hyper attention à son alimentation, ça va être hyper rapide. Si la Mhm. personne fait pas gaffe à l'alimentation, prend juste des compléments alimentaires, ça peut être très long. Voilà, c'est vraiment, Oui. comme à chaque consultation, c'est vraiment quelque chose qui se fait à trois, hein. C'est l'alimentation, le thérapeute et le client. Mais bien sûr, après, moi je dis aux gens, ben, vous savez que vous avez intérêt à la candidose, donc faites attention à ce que vous mangez. Donc le but n'est pas d'avoir un réglage alimentaire hyper strict pendant des années, mais voilà, il faut faire attention, il faut un suivi, surtout. Ok. Donc ça, vous avez répondu pour tout ce qui était analyse. Du coup, vous avez fait un petit point là-dessus juste avant qu'on passe. Pour le PDF, je vois des questions par rapport à ça. Vous l'aurez sur Simplicure. Euh, alors, quelle forme de fer donner si le candidat s'en nourrit? Ah, on va aller plutôt sur du bisglycinate de fer, plutôt. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on éviterait du coup les fruits, tout ce qui est source de Alors, sucre? dans les fruits, on va éviter tout ce qui est agrumes au niveau des fruits, sauf le citron. Donc, on va éviter l'orange, on va éviter la mandarine, le pamplemousse, des choses comme ça. On peut garder la pomme, sauf si des gens fermentent trop, parce que la pomme, c'est quand même un aliment qui fermente beaucoup. On peut garder la poire si la personne ne fermente pas trop. Et par contre, ce qu'on peut garder, ce qui est sûr, c'est tout ce qui est fruits rouges. Donc le cassis, Mhm. le goji, les fraises, même surgelé, la myrtille, tout ça, ça on peut y aller, on peut se faire plaisir vraiment sans aucun problème. Donc fruits rouges, ça c'est sûr, on Ok, peut y aller. parfait. Donc ça, on a répondu pendant la présentation. En vrai, c'est des questions très très spécifiques. Est-ce que vous pensez que le test salivaire du matin pour voir les Ah oui. supposés filaments du candidat est assez fiable?
Le petit verre d'eau, effectivement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on crache dans un verre d'eau et on voit si ce qu'on crache fait des filaments qui tombent au fond du verre. Je pense que c'est ça dont doit parler cette personne. Alors moi, je sais que je l'ai fait faire, justement, pour voir la fiabilité, je l'ai fait faire chez des consultants à moi pour qui j'étais quasiment sûr qu'il y avait une candidose. Et effectivement, il y avait une candidose. Je leur ai fait faire et ça n'a pas toujours été très probant. Donc, c'est pas fiable. Alors, par contre, si ça tombe, je pense que c'est assez fiable. Par contre, ça peut rester en surface de l'eau, alors que finalement, il y a quand même une candidose. Ok. L'origan en gélule, vous le recommandez plutôt en dehors des repas ou pendant le repas? Alors, si on peut, ça reste une épice. Alors, c'est pareil, c'est suivant la tolérance digestive de la personne. Comme c'est une épice, un peu comme le curcuma, moi, je conseille plutôt de le prendre pendant les repas, parce que pour éviter les relents après. Par contre, il y a des gens qui peuvent les prendre en dehors, chez qui ça se passe bien, donc on peut faire les deux. Mais par précaution, dites-leur que c'est une épice et les épices se prennent pendant les repas. Alors, donc on a encore des questions sur la durée des traitements, enfin des protocoles, mais ça, on l'a vu. Est-ce qu'on a nécessairement plusieurs symptômes au niveau du tableau ou pas? Ouais, il y en a quand même souvent. Il y a quand même souvent. Vous avez vu, les symptômes sont hyper nombreux, hein, il y en a plein. Mais souvent, il y a plusieurs symptômes, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour des questions. Si Après, jamais, de c'est toute hyper façon, vous complexe, hein. pouvez toujours… Oui, oui, non, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Quand on a déjà tous les symptômes et toutes les causes, on imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. N'hésitez pas de toute façon à le contacter si vous avez d'autres questions. On sera un plaisir de vous répondre, de transmettre les questions à Frédéric éventuellement. Merci d'avoir été si nombreux à nouveau à midi. Vous retrouverez, je le répète, le replay dans l'après-midi sur la plateforme, la présentation en PDF également. Merci vraiment Frédéric pour la présentation et toutes ces explications, c'était super clair. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous.